Bonjour et bienvenue à ce colloque du Service canadien des forêts, Centre de foresterie des Laurentides. Mon nom est Raed El Ferjani, je suis agent d'échange de connaissances et de mobilisation autochtone et j'animerai ce webinaire. Avant de laisser la parole à Madame Roxane Como, directrice par intérim au Centre canadien sur la fibre de bois, qui va présenter la conférencière, voici quelques consignes d'usage. Au bas de votre écran, veuillez fermer votre caméra si ce n'est pas déjà fait. Pour activer la boîte de chat, cliquez sur l'icône bulle en bas à droite. La période de questions se fera à la fin de la présentation. Finalement, j'aimerais mentionner que le webinaire est enregistré. Je laisse maintenant la parole à Roxane. Bonjour à tous, un bon jeudi. Bienvenue à ce deuxième et dernier webinaire de la 37e saison de le colloque de SCF-CFL. La conférence d'aujourd'hui s'intitule De la Pissière jusqu'au centre-ville, carnet de route d'un écologue. C'est avec plaisir que je vous présente la conférencière Madame Alison Munson. Alison Munson a été engagée comme professeure en écologie forestière à la faculté de foresterie, de géographie et de géomatique en 1991. Ses travaux de recherche portent sur la biogéochimie forestière avec une approche axée sur les traits fonctionnaires des plantes et leur rétroaction sur les fonctionnements des écosystèmes sur tous les cycles de carbone et de l'azote. Elle a un intérêt particulier pour l'exploration des lignes entre les traits des racines et de la stabilisation du carbone dans les sols forestiers, agroforestiers et urbains. Elle a travaillé longtemps au Québec en pissière post-feu et post-récolte, aussi en PNED, et maintenant en forêt urbaine avec les villes du Québec et de Montréal. Elle est co-titulaire de la chaire de recherche sur l'arbre urbaine et son milieu CRAUM avec la Ville de Québec. Je vous souhaite un bon colloque et je laisse maintenant la parole à Mme Munson. Merci Roxane et merci Red. Merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de vous parler aujourd'hui. Ça me permet de... c'est un bon exercice de prendre du recul sur une carrière, puis réfléchir, je dirais, je le recommande comme préparation à la retraite. C'est vraiment fun de prendre connaissance et de remémorer en fait nos travaux, les personnes, les places et ce grand saut entre Pessière et les plates-bandes de Québec n'était pas fait d'un jour à l'autre, donc je vais un peu tracer mon chemin et l'histoire dans la présentation. Donc, j'étais très jeune chercheur. Il n'y avait pas de subvention à 10 ans, mais j'avais quand même l'appui de mes parents. J'ai fait des petites expériences chez nous. J'avais même un petit labo dans un coin de la maison. J'avais demandé un microscope et un set de chimie un Noël. J'ai eu les deux et j'ai commencé à construire mon labo déjà à 10 ans. Et j'ai même fait des blocs de sol pour faire pousser des choses dans l'humus des différentes classes. Donc, à 10 ans, j'avais déjà des hypothèses, des idées. Plus tard, à l'Université de Guelph, dans un bac de ressources renouvelables, j'ai commencé à travailler avec un groupe qui était assez important pour moi pour me lancer dans la foresterie. C'était pour travailler sur la première classification écologique des forêts dans le nord-est d'Ontario, juste en face d'Abitibi. Et c'est avec ce groupe, Keith Jones, Jeff Pierpoint, John Jeglum, Gregory Wickware, vraiment des écologues passionnés, dynamiques, que j'ai commencé à travailler sur les sols. J'étais le pédologue officiel du groupe et on a
fait plein de routes et même des hélicoptères dans le nord pour classifier les forêts. C'était vraiment une très belle expérience qui m'a amené à commencer à penser des études graduées. Puis si je voulais aller plus loin, c'était pour un peu faire la continuité de la classification qu'on avait fait dans le Clay Belt. Donc, j'ai continué à travailler avec eux, puis finalement, j'ai un peu de misère à avancer. Après une couple d'années de travail avec le groupe, j'ai décidé de retourner aux études. Au début, c'était une maîtrise et ensuite un doctorat avec Vic Timmer, qui j'ai fait quand même magasiner pour mon sujet de doctorat. J'allais à UBC, parler à plusieurs profs. J'ai parlé à plusieurs profs à l'Université de Toronto. Et finalement, c'était Vic qui m'a laissé la liberté de travailler sur mes propres idées. C'est pas beaucoup de profs qui te laissent partir sur tes idées. Puis ça, c'était assez unique. Et même maintenant, je dirais. Et euh, j'avais ma bourse, donc ça a aidé. Mais Vic, vraiment, pour moi, est devenu un mentor, pour un modèle, pour comment je travaille avec mes étudiants gradués aussi. C'est quelqu'un de très généreux. J'étais son première étudiante au doc et donc il m'a donné beaucoup de temps. Quelqu'un de drôle, très intègre et aussi qui est un peu fasciné aussi, je pense, ma façon de travailler était connectée avec le milieu. Lui était plutôt en milieu de pépinière, de production de plants, très proche des gens qui produisaient des plants. Et ça, c'était intéressant aussi comme modèle de comment travailler plus tard pour moi. Mais c'était vraiment quelqu'un qui reste comme un modèle de comment l'accompagnement des étudiants gradués. C'était vraiment quelqu'un d'important. Puis la thèse, quelques années plus tard, j'ai passé de maîtrise au doc, était vraiment dans le 5 chapitres et dans le Clay Belt sur les différents sites de notre classification et des bio-essais aussi en pépinière à l'Université de Toronto. Tous les 5 articles publiés dans CanJ4. Donc, ça s'est bien passé et j'ai eu d'expérience en enseignement aussi qui m'a aidé pour la suite. Vic était en sabbatical ma dernière année et j'ai enseigné, ce qui était très important, je pense, pour décider si on veut être prof éventuellement, c'est d'avoir cette expérience d'enseignement. Oups, OK. Donc, je dirais cette expérience dans le Pessière était vraiment, ça m'a mis le plateau pour mes prochaines 10 ans, 20 ans plus tard. J'étais vraiment dans le Pessière, puis c'était ma place. Je pense que chaque écologue a leur différentes places où il sent vraiment, c'est ma forêt, ce que je connais le mieux, où je veux travailler. Puis le Pessière noir, c'était ça pour moi. Euh, et j'ai beaucoup apprécié travailler dans le Nord, connaître des gens des forestiers qui travaillaient dans le Nord. C'était vraiment important. J'ai failli laisser ma peau. Je pense que tous mes étudiants ont gradué, entendu l'histoire d'hypothermie et de l'U. J'étais séquée par les bûcherons qui travaillaient la nuit. Mais bon, si vous ne l'avez pas entendu, je ferai ça un autre jour. Donc, à Toronto, j'ai passé du maîtrise au doc, puis pas sans hésitation et pas sans un peu
de syndrome d'imposteur. C'est pas facile prendre la place comme femme. Il n'y avait aucune autre femme comme prof à la faculté à Toronto. Il y avait d'autres collègues femmes, mais ça a pris beaucoup d'énergie mentale et de support de mon collègue, M. Bernier, Louis Bernier. On était tous les deux là pour passer à travers ça, puis décider, OK, je peux être doctorat, je peux finir, je vais continuer. Ensuite, c'était le défi d'un couple de trouver une place ensemble quelque part. J'ai fait des demandes aux États, Écosse, Hollande. J'ai eu... puis finalement, la meilleure piste pour moi, c'est de prendre un postdoc à Québec. Justement, je voulais apprendre le français, mieux apprendre le français. Ça faisait partie de mes défis. Puis ensuite, c'est toujours un défi de couple, de où est-ce qu'on va être comme couple. Est-ce qu'on va avoir tous les deux une position intéressante à la même place? Donc, ça a débuté, cet défi, mais on était chanceux. À Toronto, il y avait quand même pour moi une modèle qui était Ursula Franklin. Peut-être vous l'avez entendu parler, qui travaillait en génie. Elle était une des seules femmes en génie. Elle était vraiment bien connue internationalement. Vraiment un génie aussi. Féministe, on l'avait invitée. Je voulais qu'elle vienne nous parler en foresterie comme modèle. Puis, elle était convaincue qu'on avait besoin de plus de femmes en sciences, justement pour changer un peu le comportement, changer la façon de faire. Elle disait, les femmes ont fait de sciences différemment. Je ne savais pas exactement qu'est-ce que ça voulait dire dans le temps, mais je comprends très bien maintenant qu'est-ce qu'elle voulait dire. Puis, elle était pour moi une première personne que je pourrais dire, oui, OK, on serait capable, puis on peut le faire différemment. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Ensuite, j'ai fait finalement mon postdoc justement à Québec, entre où j'ai habité à Saint-Jean-Baptiste et le foyer de recherche de Petawawa. Qui est devenu mon site à long terme. À ce moment, j'ai travaillé avec Hank Margolis. En fait, 4 personnes qui étaient vraiment clés pour mon postdoc. C'était une équipe étoile. Hank, Dave Brand à Petawawa, Louis Vezina, Agriculture Canada, qui a fondé Medicago, Pierre au Centre forestier de Laurentides. Et c'était vraiment des bons modèles de sciences rigoureuses. Je dirais, Dave a vraiment montré comment gérer les gens, comment, je dirais, comme personne, comment faire la science. Et Ronnie Otonen, une postdoc finlandaise, j'ai travaillé de proche avec elle, puis c'est une autre personne qui m'a amené à voir la science un peu différemment, que, tu sais, on peut trouver des bons collègues comme Ronnie, on peut vraiment avancer, faire des choses innovatrices et j'ai vraiment aimé travailler avec elle pendant cette période de postdoc. Ensuite, engagée à l'Université Laval, j'avais quand même plusieurs défis. Comment enseigner en français? J'avais une année pour préparer, mais une année, j'avais une bonne base après le postdoc, mais c'était pas quand même facile au début. Mais chaque année, c'était plus facile. On n'était pas beaucoup de femmes, on était juste 3 sur 28, 30 professeurs. L'intégration ici, ça a vraiment été aidé par les gens. Et je dirais Claude en particulier, qui avait son bureau à côté de moi, qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a amené dans le labo commune de Steph pour les sols, qui m'a impliqué dans les projets d'équipe. Il était vraiment très soucieux de m'aider à intégrer à la fois
scientifiquement et dans la communauté de la faculté. Puis il y avait tous les gangs de Ceph, Marthe, Colette, Maurice, André. C'était vraiment une belle maison pour moi pour débuter ma carrière. Et encore, c'était la CRBF à ce moment, mais c'était super. Puis, juste ce que je vais passer dans les prochains moments, les thèmes un peu de ma recherche avec les équipes, avec les personnes qui m'ont influencé. Après le travail avec Dave, j'avais commencé à utiliser son site d'établissement de plantation comme un site à long terme et je l'ai utilisé pendant les 32 ans de ma carrière. Donc, ça m'a bien fourni une place aussi. J'ai travaillé sur le fonctionnement en pâssière, le fonctionnement, euh, la compétition, le feu, dynamique du feu, carbone dans le sol, les traits des espèces. J'ai couvert la pâssière de toutes ces dimensions, on dirait. J'ai travaillé dans le pinède également. Après un sabbatique en France, à Montpellier, j'ai viré un peu dans une approche de trait fonctionnel qui était très bien liée avec le carbone via les traits racinaires. Donc, c'est devenu un thème dans plusieurs places à Petawawa, en France, en Afrique encore, toujours. Et donc, ça a vraiment coloré beaucoup les dernières années comme un thème. Puis, un peu par hasard, je me suis virée aussi dans l'écologie urbaine. Donc, je vais parler de ça, ce chemin à travers plusieurs écosystèmes. Puis, une chose qui est commune de tout ça, tous ces thèmes était, j'ai souvent fait la formation des étudiants gradués en parallèle avec ma recherche. Donc, les débuts, c'était un cours dans le pâssière sur les éricacées, ensuite sur les mousses. Donc, j'avais toujours cet intérêt de former des étudiants en même en parallèle ou bien intégrés avec la recherche que j'ai faite. Et avec le temps, les personnes avec qui je travaille deviennent de plus en plus importantes, de bien choisir son équipe et de prendre le temps. Comme les sabbatiques, là, les jeunes, il faut prendre des sabbatiques, puis aller ailleurs, voir d'autres cultures de recherche hors Québec, d'autres façons de faire la recherche. Ça m'a nourri tout au long de ma carrière. Donc, ma jeune carrière, juste une liste un peu des gens avec qui j'ai travaillé, des gens importants pour moi et avec plusieurs avec qui je travaille toujours. euh, En allant d'un premier étudiant en Afrique au Sénégal, Oumar Touré, jusqu'à Nelson et Evelyn, frères et sœurs au doctorat. Et le premier cours thématique sur les éricacées avec Cindy Prescott et Brian Titus. J'avais passé un sabbatique avec Cindy, puis on a développé ce cours et on a fait ça 2, 3 ans. C'était, pour moi, j'ai adoré ce formule, cours intensif avec les bons collègues, avec les jeunes qui aimaient enseigner. Donc, c'était pour moi un modèle pour les autres cours après. Et c'était là aussi que j'ai eu mon premier plus grande équipe, Sarah Saint-G, sur les éricacées. Et avec ce grand projet, j'ai commencé à travailler avec l'industrie aussi, avec Resolu sur la côte nord, dans la chaire qu'on avait sur la civiculture sur la côte nord. Puis les personnes, j'ai réalisé à quel point c'est intéressant, stimulant à travailler avec les gens de l'industrie qui sont dynamiques, qui veulent ouvrir, qui veulent changer des choses. Et c'était Charles Warren et Charles Gauthier à ce moment qui étaient là. Et j'ai beaucoup aimé aller sur le terrain avec eux,
discuter. On voit François là avec Charles, les deux Charles. Et pour moi, ça a ouvert cette possibilité de travailler plus directement avec les partenaires, avec l'industrie ou autres. Et j'ai beaucoup apprécié, puis François aussi, je pense, comme façon de travailler. Ensuite, j'avais un peu en parallèle une phase PNED, parce que comme plusieurs, j'étais en amour avec le pain blanc. Donc, des collègues, on a supervisé Patricia pour son doctorat, Jean-Claude et Philippe, avec mentor Michel, qui encore on s'échange sur qu'est-ce qui se passe dans la littérature pour le pain et autres. Michel était comme une encyclopédie ambulant. Il était toujours capable de nous dire qu'est-ce qui était déjà fait, sortir la littérature grise sur des différents sujets, puis nous aider à Patricia aussi d'y penser de son projet. Il restait une connexion qui était intéressante pour moi. Et un autre que j'ai beaucoup aimé, Dominique, avec ses travaux dans l'archive. Les archives, on a travaillé avec Edouard Maury-Ortuno sur le pain blanc dans le Mauricie, où il était dans le passé, quel était l'écart entre la forêt actuelle. On était capable d'aller sur les mêmes transects des arpenteurs et voir, OK, qu'est-ce qui était là dans le temps et qu'est-ce qui est là maintenant, puis quantifier cet écart. Euh, j'ai vraiment aimé beaucoup travailler avec cette équipe et voir ça développer et Jason par la suite pour ces deux projets de maîtrise. Ensuite, encore en grandissant, je me suis impliquée dans le réseau de gestion durable des forêts dans la forêt boréale qui durait longtemps. Puis j'étais très impliquée par plusieurs projets à travers le pays. Encore des bons modèles. Des collègues comme Vic étaient superbes comme gestionnaire du réseau, comme modèle de gérer une grande équipe pan-canadienne. Il était vraiment la personne. Et j'ai travaillé, échangé beaucoup avec John et Vic Liefers et on a co-supervisé Vic. Vic, moi aussi, Vic était un modèle de chercheur qui avançait beaucoup le domaine, pas nécessairement faire beaucoup de bruit, mais qui était vraiment toujours à la frontière, qui faisait des travaux fondamentaux et vraiment, c'est pertinente pour tout le Canada. Et encore, j'ai travaillé avec Résolu à Mauricie, avec François Dumoulin, Jean Girard, et j'ai vraiment aimé cette façon de travailler encore avec l'industrie. Ça m'affirmé, confirmé que c'était une bonne façon de travailler, de transférer directement ce qu'on faisait et de créer même des projets basés sur leurs défis sur le terrain. Mais c'était pas toujours super facile. Je dirais il y avait de la compétition pas nécessairement très saine à travers le réseau aussi, et ça arrive. Ça va toujours arriver, des conflits ou de la compétition et on doit apprendre à gérer ça, de vivre avec ça, peut-être j'ai probablement et toujours j'étais comme sensible à ça et peut-être ça m'a trop affectée parce que j'avais par la suite un peu crise de la quarantaine. C'était quoi ma place? Comment on fait avec cette paradigme académique, compétition pas toujours saine, il y a une compétition pour être bonne, mais pas toujours. Élitisme, éthique, l'académique est souvent confronté avec des questions éthiques, même si on n'en parle pas. C'est toujours, je dirais, j'ai raconté ça à plusieurs reprises. Il y a une pression chronique sur les chercheurs de produire
Puis je pense qu'il faut continuer, là, j'espère que les jeunes vont continuer à questionner ça, puis peut-être bouger des limites, bouger des façons de faire pour qu'on se brûle moins. J'étais un peu sujet à dépression pendant cette période, justement, en me questionnant beaucoup. Et je pense, tu sais, il faut pas se brûler dans ça. Il faut mettre des limites, dire non souvent et trouver des collègues avec qui on peut travailler, des collègues, comment dire en France, des collègues sympas. Et moi, ce qui m'a sauvée dans tout ça est toujours été, c'est l'interaction avec les étudiants. J'adore ça, j'ai adoré ça toute ma carrière. Des gens qui changent tout le temps. Il y a un roulement des étudiants. Chaque personnage est différent. Chacun a leurs besoins, leurs limites. Chacun a leur potentiel, mais aussi, tu sais, le côté créatif. Puis on travaille avec tout ça. C'est vraiment, on est privilégié dans cette fonction d'aider, former les étudiants gradués et de premier cycle. Mais ce qui m'a vraiment ce que j'aimais le plus, c'est ces relations de proches avec les étudiants gradués et de voir leur développement, leur succès. Tu sais, c'est vraiment très, très valorisant. Puis, parlant de sabbatique, une qui m'a beaucoup fait virer ma recherche était à Montpellier, le Centre d'écologie fonctionnelle et évolutif. Un gros centre, le gros centre en France, avec des collègues tu sais, en haut de leur domaine. Et j'ai commencé à travailler à ce moment avec Catherine Lumet sur les traits racinaires, Eric Garnier sur les traits fonctionnels. Et ça m'a provoqué encore une approche plus fonctionnelle dans les travaux qui continuaient dans mon labo. Et le terrain avec sur les places un peu iconiques en écologie, à la ferme à la Fage, et aussi le terrain expérimental rue de l'Amande avec Vincent Poirier. On a travaillé avec Catherine. Puis on a à la fois, tu sais, Louis Bernier et moi, quand on a fait nos sabbatiques-là, on a beaucoup aimé travailler avec les Français. C'est pas facile, mais comme invité, on n'est pas sujet au même conflit qu'eux et des mêmes compétitions. Et c'est comme une place pour observer. Et puis j'aime beaucoup leur façon de faire les débats, de parler ouvertement des choses qui ne sont pas d'accord. Tu sais, ils ont vraiment un art de débat et ils sont capables d'exprimer ça que nous, au Québec, on trouve ça plus difficile à dire, mais j'aime pas tes travaux, qu'est-ce que tu fais, c'est pas très bon, hein. Mais ils font ça dans les colloques entre eux. Euh, en France, puis on a appris de ça, puis on a beaucoup apprécié nos collègues en France. Puis j'ai continué à travailler en développant le cours thématique qui continue toujours sur les traits fonctionnels. En premier à Montréal avec des gens comme Peter Reich, puis Eric Garnier au milieu, puis on continuait ce gang, Eric, Bill Shipley, Francesco De Bello, Juan Posada de Colombie. On a fait une en Espagne juste avant Noël et on a beaucoup de plaisir à travailler ensemble. C'est une des choses qui m'a beaucoup plu pendant cette carrière de travailler avec ce noyau de gens brillants. Et on est passé partout au monde, différents écosystèmes. Ça, c'est dans la Paramo avec Juan en Colombie. Et on va fêter nos 10 ans l'année prochaine au Québec. Donc, je vous garde au courant. Mais c'était un marqueur et un groupe important pour moi pendant toute la carrière. Un autre gang que j'ai beaucoup aimé, incluant peut-être plusieurs de vous, une stratégique dans les feux dans le nord de Québec avec
surtout Sylvie, j'ai beaucoup apprécié travailler avec Sylvie Kido à l'Université d'Alberta et Derek, Steve, Robert, David avec une gang d'étudiants, surtout françaises et mexicaines, dans le Nord. Et juste pour souligner une personne qui était très importante aussi, pendant 15 ans au moins, André Beaumont, qui était professionnel, qui a conduit des dizaines de milliers de kilomètres avec les Françaises sur toutes les routes possibles pour trouver des feux de 2012 et 2013. C'est des gens comme ça, ces relations de long terme, des collègues où ça marche très bien, qui laissent une marque importante qu'on va se souvenir de longtemps. Et un autre groupe qui m'a touché beaucoup, qu'on a avancé, je pense, la réflexion au Canada était le projet Covitas avec Isabelle Aubin comme coordinatrice avec moi. On a fait une campagne pan-canadienne pour échantillonner des traits dans les plantes de sous-bois et un atelier avec l'Institut canadien d'écologie et évolution. C'est pas tout fini, nos publications, mais c'était un groupe inspirant, un groupe de tout âge, de toute origine, puis ça a bien fonctionné. J'ai beaucoup apprécié ce groupe. Des souvenirs forts, je vais presque pas à travers de tout, mais il y a des places qui restent dans nos souvenirs comme expérience sur le terrain. Je suis certaine qu'on a vu des ovnis à Petawawa une nuit qu'on a mesuré le préaube. Là, je suis convaincue. Suzanne Wetzel va me confirmer ça. C'est un peu comme ça, sur les terrains peut-être de défense, mais c'était comme vraiment des ovnis qui flottaient dans l'air. C'était pas la même nuit qu'on a vu des ours, mais quand même. La nuit où on a trouvé une pousse de cendres sur nos camions au nord de Lac-Saint-Jean, des transects et des parcelles avec Edouard et Hans. On a vraiment, on est imprégné par ces expériences qui sont vraiment un privilège à vivre sur le terrain avec nos équipes en pleine discussion tous les soirs. On passe comme chercheur tout le monde comme ça. Des semaines intensives où on fait des mesures préaubes, où on échantillonne des sols, la régénération. Et c'est intensif, mais c'est là qui amène souvent la passion pour la recherche chez les jeunes aussi, cette intensité de travail et échange d'idées sur le terrain. Une autre expérience avec Bob Parker aussi. Bill a beaucoup de terrain, il était toujours là avec nous. Manuela aussi était là et aussi à Bordeaux avec Laurent Augusto dans les plantations de diversité. J'avais plusieurs étudiants qui ont fait ces travaux et c'est encore un très beau contexte pour la formation des étudiants. Et au fond de ça, Ceph était toujours là. Et on ne peut pas sous-estimer l'impact d'être intégré dans une équipe ou un réseau. Je pense FRQNT a vraiment pris la bonne décision d'appuyer ces réseaux à tout prix parce que ça a amené des laboratoires ensemble, pas des querelles individuelles, des bourses pour nous aider et former des étudiants, subventions pour la formation, l'appui des professionnels, des colloques, échanges, des cours intensifs. C'est vraiment un modèle, je dirais, pour le Canada, pour ailleurs dans le monde, pour comment mieux former les étudiants. Et donc, je suis vraiment à 100% en arrière, 150% en arrière de FRQNT et les réseaux stratégiques.
Et j'ai contribué un peu comme directrice aussi et comme membre pendant les 32 ans de ma carrière, avec des appuis forts en labo de ces personnes-là. Je ne peux pas remercier assez Marie, Alain et Patrick dans le labo d'analyse environnementale. On sait à quel point c'est important d'avoir cet appui. C'était pas facile non plus. C'était comme, ça devrait pas être ça, mais c'était vraiment une bataille pour moi de garder ce labo fonctionnel pour toutes les années et j'espère pour le futur pour mes collègues. Une autre interaction forte et qui m'a beaucoup influencée était la sabbatique à Orsay, à Paris, dans le sud de Paris, avec ce groupe qui m'a amené à penser plus socio-écologie. Et je dirais presque tous mes étudiants ou même des équipes, on a un créneau socio ou économique fort maintenant. J'ai vu à quel point c'est important. Eux, ils ont pas, c'est pas une vie facile parce que c'est à peu près le seul équipe CNRS qui est vraiment socio-écologique. Donc, trouver le financement, c'est comme on est interdisciplinaire, donc on va où? Mais ça marche. Et pour moi, Nathalie, qui était à la base, peut-être plusieurs vous connaissent, Nathalie Frascaria-Lacoste, c'est un modèle aussi parce que c'était son idée avec son collègue à Orsay de lancer cette équipe ou cette aventure de socio-écologie. Et ça va être, pour moi, c'est le futur. Ils ont vraiment fait un beau coup. Ils ont une très belle équipe et les étudiants qui sont formés à l'interaction entre écologie et sociologie avec un anthropologue, économiste, des gens un peu à travers les deux et des gens en sciences naturelles. Puis j'adorais encore ce gang à Paris. Puis finalement, j'arrive à plus la fin de où je suis maintenant. J'ai deux personnes qui m'ont influencé. C'est Élise Beauregard, qui nous a aidé à former le laboratoire d'écologie urbaine après qu'elle a fait une maîtrise avec moi sur les sols urbains. On s'est lancé parce qu'on a vu le besoin dans les villes pour parler plus des sols, parler plus d'écologie urbaine, beaucoup d'accent sur le verdissement actuellement et le renouvellement du canopé, l'augmentation de la canopée urbaine. Donc, ces deux personnes, on s'est mis ensemble pour faire un OBNL qui s'appelle Lieu. Et on pose les mêmes questions que je fais en PSIR. Comment ça fonctionne? Sont des systèmes beaucoup plus simples, mais quand même des systèmes dessinés, il faut comprendre le fonctionnement. Quel est le cyclage des éléments nutritifs dans ces systèmes? C'est quoi qui fait qu'ils vont durer dans le temps? Donc, toutes ces questions, on interroge dans notre OBNL, le lieu, qu'on fait des projets. Ça, c'est un exemple à Montréal, avec les quartiers à Hunsick. On exige beaucoup de notre végétation urbaine et on n'a pas beaucoup de réponses encore parce qu'il y avait peu de recherches fondamentales jusqu'ici là-dessus. Donc, comment augmenter les diversités, augmenter le carbone, comment influencer le microclimat sont des grandes questions en milieu urbain. Comment faire durer justement ces aménagements? Et donc, on propose à la fin des systèmes de mélange, donc des composants qui marchent bien ensemble et avec des données probantes sur les sols. Donc, on continue dans cette même veine avec la Ville de Québec, le projet qui est en train de terminer, le projet e-Love, où on a évalué les anciens aménagements de rue d'il y a les derniers 5-10 ans. Puis, on propose dans le nouveau programme de lab de rue, on propose des nouveaux aménagements, surtout avec espèces indigènes
avec aussi, si on peut, espèces fixatrices d'azote. On est en train aussi d'essayer d'assembler un écosystème qui peut durer plus longtemps. Donc, c'est ça notre but dans ce contexte-là. Et avec cette expérience, avec Jean-Claude, on a eu l'opportunité, après un appel de M. Labaume, de monter une chaire justement sur la forêt urbaine et son milieu. Donc, Jean-Claude et moi, on a lancé ça avec le financement de la Ville de Québec. Et maintenant, c'est Janani Siravaja qui a pris la place de Jean-Claude. Et on s'est lancé dans un très beau projet en collaboration étroite et parfois co-création avec la ville pour les projets qui les tiennent à cœur. Une des choses importantes actuellement, c'est la protection des arbres et les impacts des grands travaux comme le tramway sur la stabilité des arbres, sur la survie des arbres. Donc, on essaie à la fois de les protéger pendant les travaux, mais aussi évaluer leur capacité de survivre par la suite et de les suivre dans le temps. Donc, on veut travailler avec les gens en génie civil et on veut travailler beaucoup plus aussi un accent sur les sols. À la fois, Janani et moi, on a fait beaucoup de travaux dans les sols dans nos doctorats et ensuite carrière. Et c'est ça qui va colorer pas mal beaucoup ce chair les prochaines années. Et donc, quelques exemples de projets. Donc, avec justement cet accent sur pourquoi les arbres survivent ou non et à quel point c'est le microclimat, à quel point ça pourrait être les substrats, à quel point on peut améliorer les substrats, comment on peut être innovante. Et on a même juste cette semaine, on avait les dernières 2 semaines, 2 nouveaux projets avec amendement avec biochar dans les substrats de fosse, un projet sur les technosols avec un volet laboratoire vivant sur le campus et un beau projet migration assistée en ville qui vient d'être lancé aussi. Donc, ça va être vraiment des beaux défis, mais super intéressants, que je vais continuer à travailler avec la chaire, même à ma retraite. Et donc, il y a cette évolution de mes projets et ma perspective qui est élargie avec le temps. J'ai eu au milieu des expériences de gestion, de recherche et réflexion stratégique. J'ai adoré ça, à la fois avec le CEF, aussi le Centre de sciences de biodiversité. J'étais sur la communauté de gestion. C'est vraiment, pour moi, c'était j'ai adoré ça avec tous ces contextes-là. Où est-ce que ça s'en va, la recherche? Comment on va mieux former nos étudiants? Comment on va arriver à combler des défis de nos partenaires pratiquement? J'ai pris des virages à chaque sabbatique qui s'est concrétisé à la fin avec le chair, avec la Ville de Québec, où on est vraiment aussi en mode co-création. Et ça, pour moi, ça devient important. Mais ce qui reste finalement, et ça va pas être, tu sais, à la fin de carrière, notre facteur H là, qui va nous laisser des souvenirs. Ça va être vraiment ces gens-là, les gens des équipes, des gens. Il faut trouver vos alliés, vos coéquipiers, où vous allez avoir du plaisir à travailler. Ça, c'est clé. Et c'est là où tu peux aider à trouver l'équilibre aussi. Mais c'est pas, tu sais, c'est pas comme tout est encore résolu ni pour les femmes ni pour d'autres minorités. Je pense que cette petite citation, ça résume un peu
comment je me sens. J'étais même parlé avec certains gens de faire éventuellement, peut-être ce sera à la retraite, un manifeste encore pour les femmes en sciences au Québec. C'est pas résolu. On est encore minorité en sciences forestières. On a juste regardé l'équipe CEF pour valider ça. Il y a beaucoup à faire de ce côté, mais si nous, on trouve ça difficile, les gens de minorités visibles, autochtones, c'est encore plus difficile. C'est pas encore gagné, mais c'est notre futur. C'est d'acquérir et intégrer ces personnes dans nos équipes et dans la recherche au Québec. Et je remercie chacune de ces personnes qui m'a fait avancer dans ma réflexion de comment mieux intégrer, comment nous, tu sais, comme privilégiés au Québec, on a de misère à comprendre d'où ils viennent et les défis qui surmontent puis pour arriver à faire un doctorat au Québec. C'est incroyable. Je connais l'histoire de chacun de ces étudiants, Diata, Boris, Bright, Étienne, et des obstacles majeurs qu'ils ont tous surmontés pour arriver puis compléter un doctorat ici. Ça, c'est Diata dans un arbre. On faisait des préaux pour ses traits fonctionnels en Sénégal. Marietou qui faisait son terrain ici sur les épinettes et la cavitation des arbres dans le sud du Québec. J'aimerais juste souligner qu'on a beaucoup à faire pour arriver à désintégrer et ouvrir nos labos et nos cerveaux à ces personnes. Mais j'aurais pas pu tout faire ça sans lui, mon partenaire depuis 39 ans, homme cool à Marseille, qui m'a beaucoup appuyé. Tu sais, peut-être on peut, tu sais, on était en équipe à la fois pour la recherche, pas dans les mêmes, mais pour parler, pour avancer, pour élever notre enfant, Camille. Je n'aurais pas pu faire ça sans cette équité dans le couple. Et Camille, maintenant, qui est chercheur à UQAR, en devenir, qui a pris le volet socio-écologique pour avancer dans son créneau. Donc, je suis, comme vous pouvez imaginer, un petit peu fière. Et la retraite s'en vient, puis justement, ces perspectives de regarder en arrière, d'être contente de mes contributions, mais de concilier avec la retraite que je vais faire en transition, en continuant avec certains étudiants gradués, mais je vais faire beaucoup d'autres choses. On était un peu mal équilibré comme chercheur et chercheur à l'université. Pensez à ça, comment on peut changer le milieu pour que ça devienne plus sain. Parce que actuellement, je trouve qu'on n'est pas encore atteint un équilibre famille, équilibre santé, d'autres choses dans notre vie que juste la recherche. Et je vais profiter justement pour faire plein d'autres choses. J'ai écrit fiction, non-fiction et j'ai une petite série de nouvelles, un début de roman. Je vais vraiment me remettre au plaisir d'écrire pour pas de but scientifique nécessairement. Mais justement, mes legs, ma contribution, mes souvenirs, c'est toujours des personnes, des mentors qui m'ont aidé avec le cheminement, qui n'était pas facile début des années, de la fin des années 80-90 en femmes en sciences. J'ai amené pas mal plus de femmes en sciences. Et mes souvenirs sont vraiment avec ces personnes. Plusieurs restent des amis, des collègues. Et c'est des très beaux souvenirs d'une carrière vraiment comblée par ces interactions. Donc, merci.
Merci beaucoup, Alison. Merci pour cette présentation et cette description de parcours très riche et très inspirant sur tous les plans. Pour ceux et celles qui sont joints à nous tardivement, je me présente, Raed Elferjani, j'animerai la période des questions. Avant de débuter, j'ai des messages d'intérêt et quelques règles d'usage à partager avec vous. Vous pouvez tous maintenant activer votre caméra si vous le désirez. Si vous désirez obtenir une attestation de formation continue, notamment en lien avec le règlement sur la formation continue obligatoire des ingénieurs forestiers du Québec, l'unique façon est de compléter l'attestation de participation avec le lien URL que vous trouverez dans le chat sous peu. Veuillez noter que le code d'activité est maintenant intégré dans le lien. Vous pouvez poser votre question dans la langue officielle de votre choix et il y a deux façons de poser votre question. Verbalement, en cliquant à droite de votre nom dans la liste des participants et sélectionnez l'icône main levée. Lorsque je vous nommerai, vous n'aurez qu'à enlever votre mode sourdine en cliquant sur l'icône micro. Après avoir posé votre question, s'il vous plaît, vous remettre en mode sourdine. Nous souhaitons que vous posiez une question à la fois, autant pour donner la chance aux conférenciers de bien répondre à votre question et de laisser la chance à tous de poser leurs questions. Si vous préférez poser votre question par écrit, utilisez la boîte du chat, sélectionnez l'icône en forme de bulle en bas à droite pour l'activer si ce n'est pas déjà fait. Nous vous demandons de vous identifier clairement en donnant votre nom et l'organisation à laquelle vous êtes affilié. La période des questions est maintenant commencée. Je vois Monsieur Dominique Barrette qui lève la main pour une question. Allez-y, Dominique. Micro? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK. La question est pour Alison. Moi, j'ai fait une maîtrise à l'Université de Toronto en Urban Forestry. Puis, j'ai continué mon parcours. Puis maintenant, je travaille pour la ville de Montréal. Puis, ce que j'ai remarqué, c'est que les arbres urbains sont des... C'est vraiment... Je suis contente que vous ayez fait cette partie de vos recherches sur ça parce que c'est aberrant. La majorité de la population demeure dans les milieux urbains. Il y a très peu d'ingénieurs forestiers qui travaillent pour des villes. C'est comme on est des inconnus. Et UBC a une maîtrise qui parle de la foresterie urbaine uniquement. La question est pourquoi l'Université Laval n'a pas fait un programme professionnel en foresterie urbaine? Je pense que ça va arriver, Dominique. On est un petit peu en arrière, même, on est quand même inspiré aussi par ce qu'ils font à UBC. Je suis dans un réseau, peut-être tu connais U4. On travaille en réseau avec UBC, Toronto, ailleurs, et on jase justement de comment mieux former. Une des formules dont on peut amener, puis peut-être je vais continuer à travailler aussi, c'était par la formation continue. C'est peut-être une des façons les plus efficaces d'atteindre des gens déjà qui travaillent comme toi en forêt urbaine, qui ont besoin de plus d'informations et bases. Exemple, je pense développer un cours en sol urbain. J'ai fait le début et je vais probablement continuer comme un projet à la retraite. Et ça pourrait être offert comme par les OIFQ, ça pourrait être offert ailleurs au Canada en anglais. Donc, on parle des choses comme ça, c'est pas encore concrétisé. On dirait qu'on est tous un peu trop, tu sais, on a déjà un plateau de cours plein, donc c'est difficile de trouver le temps de faire plus en formation, mais tu sais, je suis convaincue que c'est très important. On parle aussi de maîtrise. Donc,
ça va venir. Il y avait comme l'Université Québec avait un accent dans leur maîtrise sur la forêt urbaine, mais je pense que ça va venir. Hein. C'est une question de temps. Merci beaucoup, Madame Dominique Barrette. Je m'excuse pour l'erreur. Est-ce qu'il y a d'autres questions orales? Sinon, j'ai quelques messages à vous transmettre. Alison de H d'Avignon. Bravo Alison, très belle présentation, parcours tellement inspirant. De Solange Nadeau, si je ne me trompe pas. Merci Alison, pas de questions pour toi, mais des remerciements d'avoir pris le temps de jaser avec les étudiants quand tu es arrivé à la faculté. Je suis certainement une des femmes que tu as inspirées pour poursuivre en sciences. Roxane, what a great career, interesting research and collaborations, so many relationships and connections. Bravo. Donc, vous pouvez, comme je viens de le dire, vous pouvez poser vos questions oralement en appuyant sur la main levée ou dans le chat box en mettant votre question écrite. Oui, allez-y, Solange, pour les questions. Oui, bonjour Alison. Bonjour Solange. Ma question te surprendra peut-être pas venant de la sociologue que je suis devenue. Dans votre volet de foresterie urbaine, puis en pensant à cette idée de socio-écologie, est-ce que vous avez des plans pour travailler plus l'aspect social aussi de qu'est-ce que les gens pensent qu'ils ont besoin, avec quoi ils répondent en termes de foresterie urbaine ou des éléments comme ça? Oui, justement, j'ai mentionné le nouveau projet sur la migration assistée et c'est, je pense, primordial dans un milieu urbain de consulter, de voir quelles sont les réflexions des gens, des résidents sur la possibilité de planter des arbres d'autres territoires dans la ville. Il y en a déjà. Tu sais, on sait qu'il y a des variétés, il y a des arbres. Donc, ça, c'est une des premières étapes, en fait. Janani va travailler un peu avec le réseau et le share d'Alain Paquette sur les arbres qui sont dans les cours en arrière des gens, de voir qu'est-ce qu'ils ont déjà comme espèce. Puis je pense, tu sais, d'aller voir déjà, on aura un étudiant qui va explorer ça et voir, tu sais, quels sont les arbres qui sont déjà peut-être hors de leur distribution, mais aussi, comme tu dis, aussi leur perspective, tu sais, l'acceptabilité sociale de faire la migration assistée. On ne peut pas le faire sans l'appui des résidents. C'est certain que ça doit être un des premiers volets, c'est d'aller vérifier, d'éduquer les gens, dire, OK, c'est quoi la migration assistée? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne savent pas. Puis de commencer à parler avec les gens et puis il y a plusieurs groupes dans ça. Il y a des gens qui sont déjà forestiers professionnels, il y a des résidents, il y a des experts. Donc, il y a plusieurs groupes qu'on doit faire des échanges pour mettre la table pour une migration assistée en ville. On ne va pas aller là, commencer à planter justement sans cette approbation et compréhension. Donc, oui, ça va être une des premières étapes. J'ai appris ça avec mon équipe, qu'on ne le fait pas après, on le fait au début, on intègre la partie
social. J'espère que ça Merci. répond un peu. Oui. Merci, Alison. Dominique, est-ce que vous aurez une autre question? Si ce n'est pas le cas, merci de ôter la main levée. Merci. Alors, des questions orales? Qu'est-ce que je pourrais lancer une question? Comment on va continuer à améliorer, augmenter la présence des femmes, augmenter la présence des gens qui ne sont pas natifs de Québec dans notre communauté parce que ça reste un défi. Peut-être vous avez des inspirations, des choses que vous faites déjà. Je serais intéressée de vous entendre aussi. En attendant, il y a une question de Jérôme. Jérôme Lagagnère. Allez-y, Jérôme. Oui, bonjour Alison. Bonjour, Jérôme. J'avais une question. Ben, on voit dans ton parcours, tu as travaillé dans plusieurs endroits, différents écosystèmes, la forêt boréale, tempérée. Tu as travaillé aussi en Colombie, en Afrique. Quels sont les systèmes qui t'ont le plus impressionné, intrigué là, dans toutes les recherches que tu as faites? Ben, je dirais, comme j'ai dit au début, c'est la patière qui reste plus imprégnée dans moi parce que j'ai passé, tu sais, le doctorat, j'ai passé, tu sais, 15, 20 ans de recherche toujours dans la patière. C'est comme, probablement tu as le même sentiment que c'est la forêt. Et le pinède, jusqu'à un certain point aussi, mais mon dispositif, je peux dire mon, mais c'est pas mon, dispositif à Petawawa, il y a des places où on va, où on est capable, tu sais, c'est comme notre cerveau est déjà là, il connaît tout ce qui se passe, puis il est capable de dire rapidement, comme faire une analyse rapidement de qu'est-ce qui se passe. Comme si je retourne à Petawawa après 2-3 ans, tu sais, mon cerveau va commencer, tu sais, c'est comme la intelligence artificielle, mais c'est pas artificiel. Il y a plein de boucles qui fait que j'observe des choses différentes tout de suite. J'observe quelque chose qui m'a piqué ma curiosité. Tu sais, je le connais tellement bien que je suis capable d'observer le détail qui va me donner une hypothèse. Tu sais, c'est pour ça que je trouve c'est important d'avoir une ou deux places comme ça où on est vraiment imprégné, on a cette façon de travailler avec notre tête. Parce que je trouve c'est intéressant d'amener des étudiants dans ce contexte où déjà tu peux leur un peu faire connaître l'écosystème comme superviseur et tu peux les aider à voir rapidement des hypothèses intéressantes parce que tu as déjà vu ça pendant 10, 15, 20 ans. Donc, les autres étaient comme exotiques, mais pour moi, tu sais, le volet d'Afrique, je suis allée seulement une fois en Afrique, même si j'avais comme presque une dizaine d'étudiants, parce que d'aller, le coût, quand tu fais ça, quand une famille, c'est pas évident, mais pour moi, c'était la formation de ces étudiants. Pour moi, c'était comme un volet très important de ma carrière et que je regarde comme un volet qui était différent et important de les appuyer. Puis d'autres pays aussi, tu sais, des étudiants de Brésil, des étudiants d'ailleurs. Tu sais, on a le devoir d'aider des pays, d'autres pays, d'aider des étudiants qui veulent avancer, qui n'ont pas les mêmes moyens ou les mêmes ressources. Mais mes écosystèmes, c'était vraiment
la plantation à Petawawa et la Cassière Noire. Puis je pense une des choses que je vais faire à la retraite, là, au début, c'est d'aller faire un tour dans le nord, dans les feux, regarder les choses que j'ai toujours regardées, mais c'est comme avec des yeux un peu différents, mais ça va être pareil, je vais voir qu'est-ce qui se passe rapidement. Ben, merci. Merci beaucoup, Alison. D'autres questions orales ou écrites? Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, j'en profiterai pour en poser un autre. Intéressant que, Alison, tu mentionnes ben, le fait qu'on est dans des milieux compétitifs, les gens sont passionnés par ce qu'ils font, sont prêts à travailler souvent de longues heures, tout ça, mais c'est pas toujours équilibré. J'imagine que tu as déjà réfléchi à des solutions, qu'est-ce qu'on devrait faire? C'est ça, as-tu des pistes de solutions là, à nous transmettre? Pas tout à fait, parce que je ne peux pas dire que j'ai réussi justement, Jérôme, de bien équilibrer. Et c'est pour ça que je me suis brûlée quelquefois, parce que tu passes par les événements de la vie comme des deuils, comme d'autres choses qui arrivent, des maladies ou autres. Puis c'est comme on prend un peu abstraction de ça dans le milieu, on continue, on revient et puis on fait comme avant. J'ai enseigné la semaine après, ma mère est morte, j'ai donné tous mes cours, puis il y a des choses qu'on doit peut-être repenser pour mieux donner la place pour nos vies familiales. Mais je regarde la dernière convention, honnêtement, puis on fait des petits pas. Exemple, maintenant, il y a des congés pour les proches aidants. Ça, on n'a jamais eu ça jusqu'ici. Ça arrive dans notre vie quand quelqu'un de proche est malade. Ça arrive souvent. Donc maintenant, on a la possibilité de prendre un congé pour aider des gens proches et c'est super important, mais c'est juste en 2023 qu'on a réussi à mettre ça dans une convention. Il y en a d'autres petits pas qui sont faits aussi pour les gens qui ont des maladies chroniques ou qui sont faits dans la convention. Donc, on avance à petits pas, mais les gens qui négocient, vous savez à quel point c'est parfois pas facile, c'est des petits pas, mais une fois que c'est là, d'autres syndicats vont voir et dire, ah, ils font ça, nous aussi, on devrait, puis tout le monde va avancer mieux. Donc, je suis vraiment fière de notre syndicat pour leur travail dans les dernières années. Mais, il y a encore beaucoup à faire. On dirait, exemple, à la faculté, on est rendu quoi, 25% de femmes. On a un certain nombre de gens de minorités visibles, mais on dirait que c'est comme, ah bon, on est bien maintenant. On a atteint des cibles. Maintenant, on prend abstraction un peu de nos cibles, mais j'ai pas sûr que c'est la bonne approche. Et je veux que les gens qui sont formés ici trouvent les gens d'ailleurs trouvent leur place et leur contribution à la société et la communauté scientifique. Merci, Alison. D'autres questions orales ou écrites? On va attendre un peu. Merci d'être là, tout le monde. J'ai apprécié votre présence. Je sais que c'est une période de l'année qui ça bouge pour nous et pour vous.
Ben, s'il n'y a pas de questions, moi j'ai une petite question plus technique, Alison. Mhm. Vous avez étudié les arbres au milieu naturel et puis là, vous étudiez les arbres au milieu anthropisé. Euh, je ne sais pas où est-ce que vous êtes rendu en termes de résultats de recherche, mais est-ce qu'il y a des faits marquants que vous pouvez rapporter ou peut-être même des hypothèses quant à la différence de la croissance et du développement des arbres entre un milieu naturel et un milieu anthropisé comme les villes, les parcs, etc. Ouais. Ben, notamment au niveau du compartiment de la trame brune, là, le sol et le Mhm. développement racinaire. Est-ce qu'il y a des faits marquants que vous pouvez partager Oui, avec c'est une nous? très, très bonne question et on a commencé à attaquer ça avec notre projet avec la ville de Montréal parce qu'on sait que la survie des arbres dans leur jeune âge euh, on perd beaucoup de jeunes arbres en milieu urbain. On plante beaucoup, mais un peu, c'est un problème un peu partout en milieu naturel. Avec sylviculture et aussi en milieu urbain, c'est le suivi. C'est plus facile même de faire le suivi en ville, mais on ne fait pas nécessairement le suivi de comprendre pourquoi les arbres sont morts. Est-ce que c'était des blessures, que, tu sais, des neigeurs? Est-ce que c'est le... On sait que les espaces de sol sont plus restrictifs en ville. On peut constater ça. Il n'y a pas de... Et, tu sais, c'est les choses pour quelqu'un en biogéochimie qui saute aux yeux le plus, c'est le retour de matière organique au sol. Donc, on n'a pas le même retour annuel autant au sol parce que tout est propre. C'est souvent entretien va enlever la matière qui tombe au sol. Et donc, il faut trouver des moyens d'instaurer des cycles un peu plus naturels, en fait. Ça m'aide d'avoir travaillé en milieu naturel parce que je vois rapidement les problèmes en milieu urbain. Ben, des stress sont plus souvent plus élevés. On va commencer à mesurer ça plus. On n'a pas fait beaucoup encore, mais mesurer des stress hydriques et autres des arbres en ville et dans les îlots de chaleur. Donc, pour mieux quantifier ces stress, on va suivre des arbres dans plusieurs dispositifs à long terme en collaboration de la ville. Par exemple, le rue Maguire a été réaménagé récemment, beaucoup d'arbres plantés, puis on va faire un suivi à long terme de ces arbres qui ont 4 types de sols, des traitements différents souterrains. Et donc, ça fait un dispositif superbe pour suivre à long terme comment les arbres vont se comporter. Donc, on veut ça, on va avoir plus de suivi et plus de recherche fondamentale pour mieux cerner le pourquoi de mortalité des arbres en ville. Donc, c'est une des raisons d'être de notre chaire de recherche. Excellent. Ben, merci beaucoup pour cette réponse. Une question de François Hébert. Quels seraient tes conseils pour les filles qui veulent faire carrière en sciences? Mais si de trouver des mentors, des gens qui, des modèles et des mentors. Dans mon temps, au début, je dirais, j'avais dès l'école secondaire, j'avais quelques profs qui m'ont beaucoup inspiré. On avait un trio de profs en chimie, biologie, qui étaient vraiment des superbes profs, et ça a aidé pour m'inspirer. Ensuite, à l'université, c'est ça, c'était mon groupe où j'ai travaillé les étés avec la classification écologique. Je dirais que ça, c'était probablement un temps clé. Quand on fait le bac et on travaille,
c'est de trouver des gens qui vont nous amener plus loin et qui vont nous inspirer. Puis pour moi, c'était le gang de classification écologique, Keith, Jeffrey. Il y a un ou deux qui, tu sais, il fallait que je gère leur attitude indirectement, mais il y en a d'autres dans l'équipe qui m'ont vraiment donné qui avaient toute confiance en moi. Et ça, je pense, sans avoir fait cette expérience, je ne sais pas où je serais, mais c'était une expérience clé. Donc, des expériences comme ça pendant le bac, je pense peut-être toi aussi, tu as eu le même feu avec, disons feu, avec la gang de Chicoutimi, que ça donne la petite flamme qui est difficile ensuite d'atteindre. Et une fois que tu l'as, puis tu as quelques mentors clés, comme j'avais pas beaucoup de mentors femmes dans le temps, mais maintenant, tu sais, je pense que ce serait plus possible. C'était vraiment, c'est des gens comme Keith Jones, ensuite Dave Brand, ensuite mon superviseur de doc, ensuite, tu sais, cette série de personnes était clé pour me donner confiance, puis parce que souvent, et je remarque ça avec la formation des femmes en sciences, rendu même maîtrise doc, on peut avoir cette manque de confiance, moi incluse dans ça, j'ai parlé de mon syndrome d'imposteur, on peut avoir tu sais, on n'a pas les mêmes, souvent on manque la même confiance que nos compagnons et c'est ça. J'ai travaillé avec chaque étudiante pour les aider à voir leurs forces, les voir comment surmonter les faiblesses. J'ai amené pas mal de monde dans des positions de science intéressantes et c'est ça, c'est la confiance. Il faut travailler ça souvent, même pendant pendant la carrière. Nous avons une question un peu Dominique, technique de Dominique Barrette. À Toronto, ils font l'hydratation goutte à goutte, tree gather, pour les arbres urbains, tandis qu'à Montréal, ils font l'arrosage d'un coup, ouais. plusieurs litres à la fois. Est-ce que vous pensez qu'une méthode est meilleure et si oui, laquelle? J'ai pas assez de connaissances de ça, Dominique, pour vraiment bien répondre. Je pense une des raisons, c'est des ressources. Je connais certaines places à Québec où ils ont mis des guetteurs aussi. Donc, parfois dans des places très importantes pour la survie, comme un monument ou un nouvel aménagement qui va être très dans le public, je vois qu'ils vont en mettre parce que la survie est vraiment plus importante. Donc, mais je pense s'ils avaient des ressources à Montréal pour tout, peut-être qu'ils le feraient aussi, mais ça doit coûter très cher de faire ça. C'est tout acheter l'équipement et le mettre en place pour chaque arbre, c'est quand même des ressources et du temps. Excellent. Je ne sais pas si on a encore des questions orales ou écrites. Nous avons encore quelques minutes, si vous en avez. OK, je pense qu'on a plus de questions. Merci beaucoup, Alison, pour cette excellente présentation intitulée De la Pessière jusqu'au centre-ville, carnet de route d'une écologue. C'est ce qui conclut cette 37e saison des colloques du Centre canadien des forêts
Centre de foresterie des Laurentides. Je vous remercie pour votre présence et votre participation. Je vous invite à surveiller notre fil Twitter et LinkedIn en début d'automne prochain pour l'annonce de la programmation de la 38e saison. Merci à tous de votre participation. Bon après-midi et à la saison prochaine. Bonjour, merci Red, merci tout le monde d'être là. Merci Alison, merci à tous les participants pour leur intérêt au colloque du CFL, pardon. À bientôt. Au revoir.